rappelez sûrement les grandes aventures de votre enfance. On s'imaginait escalader des montagnes dans nos petites chambres. Tous les jours, avec les amis, on risquait notre vie avec nos premières bicyclettes et nos premiers patins. Pas de casque. À l'adolescence, les risques sont devenus, disons, plus sérieux et souvent même dangereux. À l'âge adulte, les risques sont quotidiens et partout autour de nous. On les retrouve dans la nourriture, sur la route, à la bourse, au bureau, en voyage et même dans notre lit. Presque tout représente un risque. Notre mode de vie et les choix que nous faisons, qu'ils soient financiers ou reliés à nos activités physiques et même à notre santé. Mais comment les évalue-t-on, ces risques? Quelles conséquences ont-ils sur notre durée de vie? Pour le savoir, faites comme moi. Prenez donc le risque de vivre une belle heure avec notre documentaire « Facteur de risque ». Quand j'étais enfant, le risque était simple. You must always watch where you're going. Then you won't get hurt in traffic. Il était amusant. À l'adolescence, j'ai pris de plus grands risques. Parfois des risques stupides. Je ne réfléchissais pas. Maintenant, le risque semble être partout. Le bacon, la saucisse, les hot dogs et la charcuterie. Le cancer, les maladies du cœur, le diabète de type 2. Les Canadiens sont nerveux et mangent avec prudence. Toutes les boissons chaudes causent probablement le cancer. Je soupçonne qu'on exagère certains risques. Des informations crédibles au sujet d'une possible attaque terroriste interne. Certains sont pires que je les imagine. Des alertes à l'avalanche sont de nouveau émises pour tous ceux qui se sont rendus sur les lieux. Mais je n'en suis pas certain. Les responsables de l'industrie nucléaire évoquent la possibilité d'une fusion du cœur. Ça m'agace depuis longtemps. The United States knows that Iraq has weapons of mass destruction, which could be activated within 45 minutes. There is no doubt that he is amassing them to use against our friends. Ça a été un tournant pour moi. Une fausse évaluation de risque amenée à une guerre tragique en Irak. Ça me met toujours en colère. Si on avait honnêtement évalué les risques alors, peut-être vivrait-on dans un monde meilleur aujourd'hui. We have to really be vigilant. They're not coming out of Sweden that want to kill us. Une mauvaise évaluation de risque, de mauvaises conséquences pour nous tous. Je n'ai pas besoin que plus de gens me disent ce que je devrais craindre. J'ai besoin de meilleures façons d'évaluer moi-même le risque. Je vais donc discuter avec les meilleurs experts en gestion des risques. Pourront-ils m'aider? Je vais le découvrir. Presque tout représente un risque. Tous nos questionnements sur les risques financiers, les risques physiques, notre santé, nos choix, notre mode de vie, notre choix d'être téméraire ou vigilant. Toutes ces idées impliquent le risque. Certains risques peuvent être quantifiés. J'ai entendu dire que M. David Spiegelhalter était le maître des chiffres. Il est statisticien et professeur de compréhension générale du risque à l'Université de Cambridge. Tous les risques ne sont pas identiques. On peut les évaluer. Certains sont plus grands que d'autres. C'est ce qui m'intéresse. Quelle est leur ampleur et comment peut-on les comparer? Le professeur compare les risques en utilisant des formules mathématiques complexes. J'ai étudié en art. Est-ce que les chiffres peuvent m'aider? Si on ne fait que citer des statistiques, c'est très technique. Ça ne signifie rien pour les gens. Ce que je souhaite, c'est de prendre ces nombres et d'en faire une histoire qui pourrait réveiller les émotions des gens afin qu'ils s'intéressent à cette information. Pour ce faire, David m'enseigne un nouveau concept. Il existe une unité, la micromort. C'est une mesure de risque aigu. Ça équivaut à un risque sur 1 million que l'activité vous tue. Boum. Conduire une moto, par exemple. La plupart des gens considèrent que c'est assez risqué. Le parachutisme est évalué à 7 micromorts par saut. La plongée est évaluée à environ 5 par plongée.
et courir un marathon à environ 7 micromorts. Les micromorts sont élevés pour les sports extrêmes, comme le saut extrême, où des gens se lancent du haut d'une falaise. Il est évident que cette activité doit se trouver au sommet de l'échelle de risque. Mais pour certaines activités quotidiennes, les micromorts me surprennent. Par kilomètre, il est plus sécuritaire de rouler en voiture qu'à vélo. Devrait-on comparer les micromorts et choisir l'option la plus sécuritaire? Je ne dis pas que ça devrait changer les comportements, mais les gens devraient être conscients des conséquences de leurs actes. Il faut faire un compromis. On ne veut pas être malheureux toute sa vie pour vivre plus longtemps. On veut une qualité de vie. Quand on aime vraiment une activité, on prend le risque. Je prends un petit risque chaque fois que je vais faire du ski. À mes yeux, ça en vaut toujours la peine. Mais est-ce que le risque est l'activité elle-même ou notre façon de la pratiquer? La définition d'une promenade à vélo pour David... Je suis pépère. Vous êtes pépère? Tout à fait. N'est pas la même que celle de cet homme. Quand je pense aux gens téméraires à l'extrême, j'ignore comment ils font ce qu'ils font et pourquoi. Je pourrais demander à n'importe quel casse-cou sur YouTube de me l'expliquer, mais je préfère m'adresser à quelqu'un qui prend des risques sans mettre son cerveau en veilleuse. L'aventurier de l'année de National Geographic, Will Gadd. La puissance et le volume sont incroyables. Niagara Falls, oui! J'adore ce sport parce qu'il est si invraisemblable. On sort de chez soi, on glisse sur le trottoir et on maudit la glace. Mais on peut gravir à la verticale des chutes gelées. C'est extraordinaire. J'adore faire ça. J'adore le kayak, le parapente, tout ce qu'on peut faire en montagne. J'ai une carrière de plus de 20 ans d'activité en montagne. C'est ce que je fais. Comment avez-vous appris à évaluer le risque quand vous pratiquez ce genre de sport? Quand j'ai commencé à faire de l'escalade, mon idée de la gestion du risque, c'était « passe le premier et ça ira ». Ce n'était pas très compliqué. Mais après avoir perdu plus de 30 amis dans les montagnes, j'ai dû voir les choses de façon plus objective, plus structurée. C'est ce que je fais. Tout comme moi, Will adore être dans les montagnes. Mais il ne se limite pas aux pistes balisées. La montagne est un lieu intéressant. Il s'y passe beaucoup de choses. C'est un environnement complexe. Le comprendre est infiniment fascinant pour moi. J'apprends à chaque sortie. Quel est le problème? Comment vais-je le résoudre? C'est la même chose en affaires ou dans tout ce que je fais. Les problèmes complexes sont très intéressants. Comment puis-je trouver une solution fonctionnelle? Parfois c'est impossible, et c'est une bonne leçon. Il faut s'enfuir. Je m'enfuis devant la moitié de mes nouveaux projets. Vraiment? Ouais, j'échoue constamment. Je rebrousse chemin peut-être 3 fois sur 4. Puis j'y retourne. Je vois ce que j'ai bien et mal fait, ce que j'ai bien et mal lu. Et j'essaie de faire mieux la fois suivante. On répète un mantra actuellement. Ayez des pensées positives et l'univers vous récompensera. Ce n'est pas vrai. C'est votre habilité à avoir des pensées négatives et à penser aux conséquences de vos actes qui déterminera la réussite de pratiquement toutes les entreprises. Seigneur! Bon sang! C'est la force positive des pensées négatives. C'est ce qui permettra d'avancer à long terme. Je vais te porter comme ça. Pour m'aider à appliquer la pensée négative au risque, Will me montre la façon de faire de ses enfants. Quand on fait de la randonnée, je ne peux pas les surveiller à chaque instant. Ils doivent pouvoir reconnaître les risques et les problèmes eux-mêmes. Que se passera-t-il si tu tombes? Je vais mourir? Je ne crois pas que tu mourras. Tu auras sûrement des bosses et des bleus. On a établi avec eux leur propre système de classification. Fais attention. Quand on se promène sur un sentier, je demande sur quel type de sentier on se trouve. Ils répondent « Des bosses et des bleus, papa ».
Ça va. D'accord, c'est bien. On continue, ils s'approchent du bord du sentier et voient des roches 3 mètres plus bas. Je leur demande ce que c'est. Ils répondent. C'est la route vers l'hôpital, papa. Et si on s'approche d'une grande falaise, je les surveille attentivement. Je suis un père attentionné. Je dis, quel type de sentier est-ce maintenant? La réponse, c'est la mort. Et qu'est donc un mur de glace? Un sentier suicide? C'est bon. Gardez les bras droits. Voilà, vous le faites. D'accord. Je vais me pousser de votre chemin. Oui? Vous allez me laisser seul? À vous de jouer. Je dois trouver mon équilibre, c'est difficile. Envoyez le poids vers l'arrière, les bras droits. Sortez un piolet. Même le mur maison de Will est trop difficile pour moi. Ouais, bien. Très bien. Gardez les bras droits. Dès que vous tirez... Vous trouvez ça amusant? Ouais. C'est du travail, c'est du travail. C'était bien. On devrait faire de l'escalade de glace. Bien sûr. À mon tour. Puis vous pouvez faire toutes sortes de mouvements. Montrez-moi. C'est plus facile. Détendre le bras. Ce n'est pas pour rien que j'ai du ruban autour de mes petits doigts. Ils sont si enflés à cause de l'escalade. Vous fracturez-vous les doigts? Non. Vous blessez-vous au point de ne pas pouvoir les utiliser? Non, c'est seulement qu'ils deviennent si enflés que le côté dépasse d'1 centimètre. Will parle de risques froidement calculés. Mais je sens qu'une pulsion instinctive le pousse à prendre des risques fous. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'aller se suspendre à une chute gelée de 300 mètres. Vous n'avez probablement pas besoin de ça. Moi, oui. Je fais partie de ces gens. Si je n'ai pas ça, je trouverai d'autres façons, moins acceptables, de le vivre. 1, 2... Quelle force! Pour mes enfants, si je ne fais pas ça, je ne suis pas moi-même. C'est relié à ma personnalité. Je veux que mes enfants voient un homme qui a vécu toute sa vie comme il l'entendait. Si on ne prenait pas de risques, la vie serait ennuyeuse. Vous n'auriez pas ce nouveau boulot. Vous n'inviteriez pas cette fille à sortir. Il faut prendre des risques. Will se souviendra pour le reste de ses jours du moment où il a frôlé la mort. David Spiegelhalter a trouvé une façon de faire comprendre les conséquences à long terme. La microvie est une mesure précise qu'on a inventée. Je l'aime bien, car elle vise à ramener l'impact de nos actes au moment présent. La microvie mesure le risque chronique, un risque qui vous ne fera pas de mal sur le coup, mais qui pourrait vous causer du tort ou vous procurer un bienfait à long terme. Une microvie représente une demi-heure de votre vie adulte. Pourquoi j'appelle ça une microvie? Il se trouve qu'1 million de demi-heures correspond à 57 ans, soit environ notre vie adulte. C'est un peu moins, les gens vivent plus longtemps maintenant. Mais une personne dans la mi-vingtaine ou la trentaine vivra 50, 60 ou 70 ans. En gros, un jeune adulte a environ 1 million de demi-heures de vie. 48 qui passent chaque jour. On en utilise naturellement 48 par jour, mais on peut en fait les dépenser encore plus vite. En moyenne, fumer environ 2 cigarettes correspond à une microvie. Les gens qui en fument 20 par jour perdent 5 heures de vie, soit environ 8 ou 10 ans de leur vie adulte. Une cigarette correspond donc à 15 minutes, tout comme un verre d'alcool. Peut-être pas le premier, c'est controversé. Je crois que le premier est bénéfique. Mais par la suite, c'est du poison, du poison, du poison, du poison. C'est la dégringolade. Le risque augmente. 2 heures passées à ne rien faire dans une journée équivalent à la pratique d'une activité qui réduirait la vie d'une demi-heure. Parce que les gens ne sont pas actifs. Oui, oui. Si vous vous asseyez pour regarder 2 épisodes du Trône de Fer, c'est une demi-heure de votre vie. En plus des 2 heures que vous avez perdues à regarder le Trône de Fer, selon que vous aimiez ou non la série. Ça peut être amusant et très excitant. Mais si vous êtes assis sur le canapé à boire une bière et à manger de la pizza, wow.
Tout ce qu'on fait influence notre santé future. On peut gagner quelques heures par jour en mangeant autant de fruits et de légumes qu'il est recommandé. Le sport, c'est très bien. Si on fait une demi-heure d'activité physique, on gagne une demi-heure de vie. C'est comme si le temps s'arrêtait quand on fait du vélo ou de la marche rapide, par exemple. Ça me plaît. On ne vieillit pas. C'est bien. Oui. Ça ne signifie pas... Jusqu'à un certain oui, point. si on en fait beaucoup, ça ne signifie pas qu'on vivra éternellement. Pour le dîner, l'endroit où m'amène David me surprend. Je suis certain qu'un poisson frit anglais ne me tuera pas, mais il pourrait me coûter 1 ou 2 micro-vies. Oui, 2 poissons frites et 2 purées de petits pois. Oui, je vis dangereusement. Oui. Et 2 bières? 2 bières. Oui, merci, c'est bien. Merci. Asseyez-vous. Merci. J'adore ça. Le vinaigre. Il faut du sel et du vinaigre. Absolument divin. C'est fou. Dans la friture, il y a la quantité de calories, en plus du gras. Ce n'est pas bon pour nous. Si on passe la journée assis devant un ordinateur, comme je le fais souvent, qu'on vient manger ceci et qu'on rentre regarder la télé sur le canapé... Ça fait quelques micro-vies perdues. Oui, exactement. Et si on se sent très bien quand on mange ces aliments huileux? C'est ça. J'adore ça. Ce n'est pas parce que c'est risqué qu'il ne faut pas le faire. La plupart des activités qui nous plaisent comportent un certain degré de risque. Les poissons divins. Ça goûte l'enfance. Ils sont vraiment bons. Mais si les risques que je prends ont un impact sur les autres? Dans la trentaine, j'étais célibataire et j'habitais à Kensington Market, au centre-ville de Toronto. J'aimais son ambiance différente. Je tolérais même les quelques délits mineurs. Quand quelqu'un est entré chez moi par effraction et a volé mon meilleur appareil photo, je n'ai pas bronché. Mais c'était quand je vivais seul. Bientôt, j'ai eu une famille et mon opinion sur le quartier s'est transformée. J'ai remarqué où se tenaient les revendeurs de drogue. Je ne pouvais plus fermer les yeux quand mon fils est revenu avec une aiguille. Un soir, j'ai été éveillé par des coups de feu. Je suis allé voir. Le silence était sinistre. C'était la première fois que je voyais quelqu'un mourir. J'ai été effrayé par un risque qui guettait ma famille et que je ne pouvais pas contrôler. On a décidé qu'il était temps de partir. En roulant à la campagne, on a vu une pancarte à vendre devant une ferme délabrée. Quelques semaines plus tard, c'était notre ferme délabrée. Notre nouvelle communauté était la jolie ville de Port Hope. On n'avait pas été prudent, on n'avait pas pris un risque calculé. Notre décision était dictée par notre instinct. On est des êtres humains. On n'est pas des objets froids et calculés. J'adore les chiffres, mais je suis aussi irrationnel que tout le monde. Je réagis avec mon instinct autant qu'avec mon cerveau. Et c'est bien la plupart du temps. C'est très bien. Faites-vous souvent du vélo sans casque? Toujours. Je n'ai pas de casque. Mais il y a des circonstances où on devrait dire « Attends, attends l'instinct. » Non, du calme. Ressaisis-toi. Pense, calme-toi, regarde ce que tu vois vraiment. On a vu ce qu'il y avait vraiment à Port Hope. La plus grande usine de traitement de l'uranium au Canada qui fournit du carburant à l'industrie nucléaire. On avait peut-être troqué un risque pour un autre.
Radioactivity and radioactive materials have many peacetime uses, but we know too that they can be used harmfully, as in atomic bombs. Quand j'étais adolescent, ce qui rendait le risque d'une guerre nucléaire si terrifiant était l'idée d'un tueur invisible. Water thrown up by the bomb is falling as mist and rain, and it is radioactive. J'éprouvais donc une profonde méfiance envers tout ce qui contenait le mot radiation. La radiation rassemble tous les critères de facteurs de risque pour plusieurs personnes, et à juste raison. Il faut être prudent. C'est invisible. Les gens comprennent mal son fonctionnement. Certaines personnes me disent qu'un rayonnement de fond est émis naturellement, que j'en reçois une petite dose des roches et du sol lors de mes randonnées, de l'espace quand je prends l'avion, ou du potassium dans une banane. Je leur rappelle que lorsqu'on passe une radiographie dentaire, on nous fait porter un tablier de protection, même si c'est une faible dose de radiation. Pourquoi? On y est toujours exposé, mais le plus dérangeant, c'est quand les gens sentent qu'on le leur impose. Que ce soit à cause de l'énergie nucléaire ou d'une compagnie d'électricité avide qui les expose à ces risques. Ça rend les gens mal à l'aise. À Port Hope, la réputation de l'usine de traitement de l'uranium est entachée par le déversement de déchets radioactifs de faible activité partout en ville il y a plus de 50 ans, quand les dangers étaient peu connus. En 2004, quand on a voulu agrandir l'usine, les gens se sont divisés en deux clans. Ceux qui étaient heureux de la création de nouveaux emplois et ceux qui étaient inquiets et méfiants. I hope you realize our town has been poisoned. We can't get near influencing the decision makers, and who are we? We're the people who live here. Plusieurs personnes voulaient savoir si l'agrandissement occasionnerait davantage de risques pour la santé. Je veux savoir quel niveau de rayonnement est sécuritaire. Au département des sciences appliquées des rayonnements de l'Université McMaster, je vais rencontrer une sommité mondiale dans le domaine de la radiation et de la santé humaine. La professeure Fiona McNeil m'offre une visite guidée. Prêt à entrer dans un réacteur nucléaire? Je ne sais pas. Dites-moi, le suis-je? Oui. Impossible de ne pas remarquer les épais murs de béton et les lourdes portes en acier. Je suis un peu surpris qu'ils aient pu construire ça sur le campus. Plusieurs personnes sont choquées. Ça m'étonne. On ne se cache pas. On est très ouvert. Alors c'est le cœur du réacteur. C'est le cœur. La lueur bleue est le cœur. On peut voir les éléments combustibles alignés au fond du cœur. La professeure McNeil utilise le réacteur pour découvrir ce qui se passe quand on expose des tissus vivants à un faible niveau de rayonnement. Qu'est-ce qui nous protège du rayonnement émis par le cœur? L'eau sert de bouclier. Je crois qu'il y en a 18 mètres. Vous croyez? Peut-on vérifier? Oui. Rob, combien de mètres d'eau? 9 mètres. 9 mètres d'eau. Ça ne semble pas faire 9 mètres parce que c'est très propre. Il y a beaucoup de matière entre nous et le cœur. Elle empêche la majorité des rayonnements venant du cœur de nous atteindre. Voilà pourquoi il est sécuritaire pour nous d'être ici. En regardant ça, on pourrait changer d'opinion. Je crois. Sur la radioactivité. C'est pour cette raison qu'on fait les visites. Pour montrer que c'est un endroit sécuritaire, que plusieurs personnes travaillent ici. Ces gens ont de très bons emplois et font un travail qu'ils jugent réellement bénéfique. Par exemple, ceux qui produisent des radioisotopes qui ont plusieurs applications en santé. Contre le cancer. On aime dire qu'on traite 1000 papas par jour contre le cancer de la prostate. Ils fabriquent quelque chose qui pourrait vous aider un jour. Que risque-t-il à le faire? Ce n'est pas pour rien que tous ceux qui travaillent dans le réacteur portent un dosifilm. Et ce n'est pas pour rien qu'on surveille la qualité de l'air. On surveille l'intensité du rayonnement et la dose à laquelle les gens sont exposés. En se promenant, on constate que le débit de dose change à différents endroits du bâtiment. En s'approchant de la piscine, c'est plus élevé.
Si je traverse le mur, ça monte immédiatement. Je ne serais pas ici avec vous si la dose de rayonnement était dangereuse. Avant de partir, il faut s'assurer de ne pas avoir été contaminé dans le réacteur. Je n'aime pas ça. Alors? Vous souriez? Oui, parce que je sais que le risque de contamination est très faible. D'accord. 3, 2, 1, clean. Propre ne signifie pas que je n'ai rien absorbé. Je sais que j'ai été exposé à une faible dose. Alors pourquoi Fiona est-elle si certaine que ça ne me fera aucun mal? La grande majorité des données sur la radioprotection et les politiques qui en découlent viennent d'Hiroshima et de Nagasaki. Les niveaux extrêmes de rayonnement auxquels les gens ont été exposés s'expriment avec une unité de mesure, le sievert. En suivant ces gens au fil du temps, on a pu observer les différents effets que les bombes ont eus sur la santé. Combien de cancers de plus que la normale ont eu les survivants? On a analysé les anomalies congénitales et fait des corrélations. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les effets de doses élevées et puisqu'on a peu de données humaines, on extrapole pour déterminer les effets des doses plus faibles. Voici les effets quand c'est élevé. Traçons une ligne droite vers le bas. Sur cette ligne, la science ne détermine aucun niveau de rayonnement sécuritaire. Je crois, comme plusieurs scientifiques, qu'on a évolué comme espèce dans cet environnement naturel. Notre corps a la capacité de réparer les dommages causés par les faibles niveaux de radioactivité. Si aucun effet des rayonnements n'était réparable, notre espèce n'aurait pas survécu. C'est ce que Fiona tente de prouver ou de réfuter dans son laboratoire. Le verdict n'est pas encore tombé. Mais c'est très différent de ce que le gouvernement et les spécialistes de l'industrie ont dit à Port Hope. We have hydrologists and geohydrologists who are experts in the area, and they've advised us for the purpose of. Ils nous ont seulement dit qu'on n'avait pas à s'en faire. On a donc demandé une évaluation indépendante des risques du plan d'agrandissement de l'entreprise liés à l'environnement. All those in favor? Against? Fails. Le conseil municipal a voté contre. Finalement, la compagnie a écarté son plan d'agrandissement sans explication. Nos questions sur les risques sanitaires sont restées sans réponse et la communauté est demeurée divisée. Quand j'ai besoin de m'aérer l'esprit, je trouve une excuse pour aller dans la montagne. J'aime la poudreuse vierge, mais je n'irai pas dans l'arrière-pays sans un guide expérimenté pour m'aider à éviter des situations comme celle-ci. Je suis également guide. S'il y a une chose dont je suis fier, en plus de 30 ans de carrière, c'est qu'il n'y a jamais eu d'accident mortel dans aucune de mes randonnées. C'est l'objectif, de rentrer sain et sauf à la fin de la journée. Une règle importante que j'ai apprise quant à la sécurité en montagne, c'est que si quelqu'un n'est pas à l'aise, il y a habituellement une raison. Si vous avez peur d'être là, c'est probablement que vous devriez avoir peur d'être là. Un homme, Donald Rumsfeld, a dit « Il y a des connus connus, des inconnus connus et des inconnus inconnus. » There are known knowns. There are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. Je l'ai pris pour un idiot la première fois que j'ai entendu ça. Après plusieurs années de réflexion, je comprends qu'il est brillant. Ce sont des inconnus inconnus qui vous tuent. Ce qu'on ne peut pas voir venir. Quand Donald Rumsfeld a parlé d'inconnus inconnus, il parlait des attaques surprises qu'on ne peut prévoir. De nos jours, certains tentent de nous convaincre que les inconnus inconnus sont ces gens.
You can call it a religion if you want to, but invariably, when you get to the core of it, it is based on world domination. Our national debt has doubled in the last 5 years. 624,000 migrants settled in Britain last year. So we better start getting tough, and we better start getting vigilant, and we better start using our heads, or we're not going to have a country, folks. Plus d'immigrants, plus de réfugiés, plus de risques. C'est l'équation parfaite si le monde se divise pour vous entre eux et nous. Jusqu'à maintenant, le Canada résiste à la tendance. Mais ça pourrait changer, car ça a déjà changé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces Allemands et ces Autrichiens, tout comme plusieurs autres, ont fait un long et périlleux voyage de l'Europe contrôlée par les nazis jusqu'à Montréal, au Canada. Des politiciens en vue les ont accusés de ne pas avoir des valeurs canadiennes. Les dénigrer était une bonne façon d'être élus. C'étaient des Juifs qui fuyaient l'Holocauste. C'étaient aussi mes parents. J'ai donc du mal à croire qu'il faut craindre les réfugiés. Mais de nos jours, plusieurs personnes sont en désaccord et me rappelleront ce qui s'est produit ici, à Boston. En 2013, à la ligne d'arrivée du marathon de Boston, une attaque terroriste a tué 3 personnes et en a blessé 264. Les terroristes étaient des fils d'une famille musulmane ayant trouvé asile aux États-Unis. Avant la course, j'ai rencontré Bruce Schneier, un expert en sécurité mondialement reconnu qui enseigne à Harvard, en face du lieu de l'attentat, de l'autre côté de la rivière. Je remets en question la façon dont on doit gérer la menace terroriste. Le terrorisme attise réellement les craintes des gens, d'une façon extrême. C'est pensé comme ça. Voilà pourquoi c'est efficace. Pas à cause du nombre de gens tués. Le nombre de gens tués est en quelque sorte négligeable comparé à d'autres risques. C'est un outil psychologique. Ça ne fonctionnerait pas si la presse n'en parlait pas. Le terrorisme a besoin d'un public et c'est notre réaction qui détermine son efficacité. Boston a réagi avec une imposante amélioration de la sécurité du marathon en envoyant, entre autres, 5000 policiers. Un politicien qui veut être réélu ne dira pas « Ne vous en faites pas avec ça, c'est ridicule ». Il va répondre et réagir. Vous vous souvenez peut-être que dans les mois qui ont suivi le 11 septembre, on a envoyé les soldats de la garde nationale dans les aéroports. Ils restaient debout sur des tapis en caoutchouc avec une arme en uniforme. Ces armes n'étaient pas chargées. C'était du spectacle. Quand est-ce que ça va trop loin? Ça va trop loin quand ça coûte trop cher. Quand on dépense tout notre argent pour du spectacle et qu'on ignore la réalité. Bien des montants investis dans le contre-terrorisme aux États-Unis n'étaient que du spectacle. On s'est trop concentré sur les avions et les aéroports. On n'a pas assez investi pour des traducteurs de langues étrangères dans les organismes de renseignement. Dans un endroit comme celui-ci, comment la sécurité devient-elle du spectacle? En étant obsédé par ce lieu précis, cette course précise et cette journée précise, à cause de ce qui s'est produit en 2013. Ouais. Puisque c'est arrivé, c'est ce qu'il faut maintenant craindre. Pas parce que les terroristes ont répété 2 fois la même attaque, mais parce qu'ils l'ont fait une fois et que si ça se produit de nouveau, quelqu'un en paiera le prix. Les terroristes frappent partout, à tout moment, n'importe qui, même des enfants. Ça semble bien plus horrible. C'est pour cette raison que les politiciens réagissent exagérément à ces menaces. Voilà pourquoi ils disent des choses folles comme « le terrorisme est une menace existentielle pour notre société », alors qu'en réalité, c'est sans fondement. Comment est-ce même possible
Aux États-Unis, il meurt plus de gens tous les mois dans des accidents de voiture qu'il en est mort le 11 septembre. La peur est un argument très puissant depuis toujours. Les politiciens utilisent la peur pour imposer leur programme politique. Quand les gens ont peur, ils préfèrent quelqu'un qui est fort et qui a tort à quelqu'un qui est faible et qui a raison. Il est important d'avoir ces discussions, mais il est difficile de le faire quand on a peur. Quand on a peur, on veut construire un mur. Si vous vivez en Amérique du Nord, même à Boston, le risque que vous mouriez dans une attaque terroriste est incroyablement bas. Le risque de mourir en tentant de fuir le terrorisme est beaucoup plus élevé. Mais ça ne signifie pas que les nouveaux venus ne représentent aucun risque. Alors, que devrait-on faire? Les États-Unis ont été construits par les immigrants. Ce sont les gens qui viennent et acceptent les emplois que nous ne voulons pas. Ça a créé un entonnoir. Leurs enfants et petits-enfants deviennent des médecins et des avocats, et l'histoire se poursuit. Ça fonctionne de cette façon. Si ce processus est enrayé, notre culture est plus à risque que si on construisait un mur, parce qu'on craint une ou deux personnes. Depuis quelques siècles, on a été à la fois accueillant et peu accueillant envers les immigrants. Quand on les accueille, notre pays s'épanouit. Quand on se ferme, on ressemble à des idiots xénophobes. Personnellement, je crois fermement que tout le monde a le droit de recevoir l'information de façon objective, qu'on soit un citoyen, un professionnel, un représentant des médias ou un décideur. Tout le monde devrait y avoir droit. Si l'information qu'on recevait était plus objective, arrêterions-nous de nous affronter au sujet de ce qui est risqué et de ce qui ne l'est pas? Non, je ne dis pas que les gens diraient « Merci, je vais maintenant poser des gestes rationnels ». Non, parfois ils ne le feront pas. Ils réagiront sous le coup de l'émotion. Mais au moins, ils auront eu la chance d'analyser l'information de façon objective. C'est selon moi un droit fondamental. Thank you for coming to Washington. We're going to fight for coal. Mais dans le monde d'aujourd'hui, l'information objective est difficile à trouver. Et tous les protestataires sont convaincus d'avoir raison. Je ne peux comprendre pourquoi notre perception du risque nous divise. À la faculté de droit de Yale, un important projet de longue haleine s'intéresse à la façon dont notre perception du risque influence la société. Il est mené par cet homme, Dan Kahan. Il m'a plu tout de suite parce qu'il force ses élèves à remettre en question leurs suppositions. Je présume que vous avez tous été admis parce que vous avez démontré une compétence et une force de raisonnement remarquables. Mais il est temps de se demander si les gens intelligents pourraient être la source de la plupart des problèmes de notre société. Ces recherches s'attaquent au cœur des problèmes qui nous divisent le plus. Mes collègues et moi sommes intéressés par le fait que les gens sont constamment en désaccord sur des questions de fait. Est-ce que la Terre se réchauffe ou non? Est-ce que permettre aux gens de porter une arme fait baisser ou monter le taux de criminalité? Dan a demandé à des milliers de personnes de se prononcer sur 12 sujets controversés en utilisant une échelle allant de risque élevé à risque nul. Les gens sont à couteau tiré sur ces questions et les positions ne sont pas distribuées au hasard au sein de la population. Les gens avec des styles culturels différents ont des opinions différentes. Quand notre style culturel dicte nos opinions, Dan parle de cognition culturelle. La cognition culturelle, c'est quand les gens regardent des données, des preuves, des faits, et ils voient l'information qui valide la position de leur groupe par opposition à celle d'un autre groupe. Les recherches nous placent tous dans une des 4 boîtes culturelles qui sont divisées en fonction de notre position d'un point de vue hiérarchique,
communautaire, individualiste et égalitariste. Ceux qui sont dans le cadran supérieur gauche, les individualistes hiérarchiques, ont tendance à être sceptiques face aux risques environnementaux, tandis que les gens qui sont dans le cadran inférieur droit, les égalitaristes communautaires, s'inquiètent des risques environnementaux, de l'énergie nucléaire, par exemple. Ces deux groupes sont en désaccord. Ils sont à l'opposé. Oui. L'opposition tend à être plus vive en diagonale. Nos points de vue semblent avoir peu de choses en commun avec la pensée indépendante. Ça devient des preuves d'appartenance ou de loyauté à un groupe. En fait, les gens ont plus à gagner en ayant une opinion conforme à celle de leur groupe qu'en trouvant la bonne réponse. Si je m'éloigne de l'opinion dominante de mon groupe, je pourrais être dans le pétrin. Les gens stupides ne sont pas le problème. Les gens vont chercher des informations qui conviennent mieux à leurs croyances et se tiennent loin des autres informations. Je crois que ce genre de conflit devient de plus en plus spectaculaire. Les conséquences sont probablement plus grandes que par le passé. Dans certains cas, elles sont intolérables. Y a-t-il une issue? On ne peut rien faire. On est cuit, c'est sans espoir. On est peut-être cuit, mais je n'en suis pas si certain. J'ai aussi répondu aux questions de Dan. Le gouvernement devrait laisser le secteur privé s'occuper seul de la création d'emplois. Je ne sais pas, je ne dirais pas ça. Les résultats me placent dans la boîte des égalitaristes communautaires. Quand Dan a entré toutes mes réponses, les points rouges, elle collait assez bien aux prévisions qu'il avait faites selon mon profil, les points bleus. Mais pas toujours. Où est-ce que je m'éloigne le plus? Vous vous éloignez le plus sur la question de l'énergie nucléaire. Vous devriez être plus inquiet que la moyenne, mais vous l'êtes considérablement moins. Pour les risques touchant le rayonnement, j'ai fait un effort réfléchi pour penser autrement et remettre en doute mes idées préconçues. Si je peux m'ouvrir à des points de vue différents des miens, qui sont pourtant bien ancrés, j'espère que tout le monde le peut. Au début de cette aventure, j'avais du mal à savoir quand un risque était exagéré et quand le prendre en considération. Maintenant, j'ai des outils pour m'aider à décider. Face aux grands risques qui nous guettent tous, mon compteur à conneries a été amélioré. Il faut exiger une évaluation honnête des risques, des autres et de nous-mêmes. Je ne suis pas certain qu'on en soit capable. Les problèmes qu'on a de nos jours sont tous complexes. Ce sont des problèmes qui n'ont aucune solution facile. Ce sont des problèmes qui vont au-delà des phrases chocs. Si on n'apprend pas individuellement et collectivement à y réfléchir, et si on n'est pas prêt à laisser les experts les résoudre, on a un problème. La réponse, je ne la connais pas. Moi non plus. Quand je regarde vers l'avenir, je vois le chaos. Il faut alors commencer à être très vigilant, parce qu'on ne prend plus de risques calculés. On agit dans une incertitude profonde. C'est là qu'on cherche des stratégies d'adaptation. Il faut être prêt à affronter l'imprévu. Je ne me sens pas prêt pour un monde d'incertitude profonde. Mais à travers mes peurs, je peux voir le bon côté. Si notre avenir est incertain, c'est qu'on peut encore le changer.